avant d'être dans cette structure, j'ai été bibliothécaire pendant 15 ans. Voilà, donc pas grand-chose à voir. Et en fait, si, beaucoup de choses à voir. En tout cas, il y a des liens très forts entre le monde des bibliothèques, de la documentation et finalement l'esprit libre. En tout cas, on reviendra sur ce que fait Framasoft par rapport à ça. Et puis ensuite, j'ai été pendant 3 ans formatrice numérique, voilà, pour les bibliothécaires principalement, mais pas que. Et donc, je suis arrivée chez Framasoft en février 2019 en tant que chargée de relations publiques, sachant que c'est un titre, mais que mes activités au sein de la structure sont diverses et variées. Parce que on est une petite structure de 9 salariés et 35 membres. C'est une association à but non lucratif d'éducation populaire. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'éducation populaire. On se positionne dans ce champ, à savoir, en gros, accompagner les internautes dans leurs usages numériques, au sens large du terme, avec, on va dire, une direction principale qui est l'utilisation des logiciels libres. On est une structure qui est financée à 98,2% par les dons. Ce qui veut donc dire que notre modèle économique repose exclusivement sur ce que les internautes veulent bien nous donner. Voilà, on ne bénéficie pas de subventions publiques, on n'est pas dépendant de qui que ce soit. Ce qui veut aussi dire qu'on prend en compte le fait que si personne ne nous donne d'argent, on arrête. Voilà, ça fait partie du système tel qu'on le conçoit. C'est-à-dire que voilà, si les gens ne nous donnent pas d'argent, ça veut dire qu'a priori, ils considèrent que ce qu'on leur propose n'est pas intéressant. Donc dans ces cas-là, c'est bien d'arrêter. Pour la petite histoire de Framasoft, Framasoft est né en 2001. C'est resté un collectif informel pendant 3 ans avant de se structurer en association. Et donc en 2001, en fait, c'est 3 enseignants d'un collège en région parisienne qui font le constat que les logiciels libres sont très peu connus par le monde enseignant. Et qui se disent qu'il faut valoriser ces outils auprès de cette communauté. Donc pendant 3 ans, l'activité de Framasoft a été principalement d'identifier les logiciels existants, donc logiciels libres, d'en faire une base de données. Parallèle de ça, à partir du début de l'association, les adhérents de l'association se sont dit qu'en fait, il fallait vraiment accompagner les internautes dans leur culture numérique et que c'était très bien de mettre en place une base de données, un annuaire du logiciel libre, mais que c'était pas du tout suffisant. Et donc Framasoft a commencé à intervenir dans différents espaces, donc que ce soit des salons, des foires, des conférences, voilà, dans des MJC, dans des théâtres. Enfin, c'était assez variable ces types d'interventions. On continue toujours à faire ça d'ailleurs, ça fait partie de notre activité permanente, pour expliquer ce que c'est que le logiciel libre, pour expliquer voilà, en quoi le web tel qu'il est aujourd'hui voilà, peut être un problème. Donc on a tout un travail vraiment d'éducation populaire à ça. Et en parallèle, on travaille bien sûr en partenariat avec énormément d'autres structures, dont des structures d'ailleurs de l'éducation populaire qu'on va du coup accompagner pour qu'elles-mêmes soient des relais de transmission en fait, de notre discours. Ce qui nous a fait peut-être le plus connaître au niveau national, on va dire en France, c'est quand en 2014 on a lancé une initiative qui s'appelle Dégooglisons Internet, et qui a eu voilà, un certain succès, en tout cas médiatique. Alors, pour la petite histoire, ce programme est venu suite aux révélations d'Edward Snowden en juillet 2013, qui voilà, a révélé au monde entier que en fait, les services numériques qu'on utilisait en grande majorité étaient finalement... les données qui étaient à l'intérieur étaient récupérées par les services de renseignement américains. Et donc ça a posé effectivement beaucoup de problèmes à l'asso, puisque voilà, notre asso est aussi une asso qui revendique la liberté en général, et particulièrement les libertés numériques. Et donc l'asso s'est dit que face du coup à ces services, il fallait absolument valoriser des alternatives plus éthiques. Donc Dégooglisons Internet, c'est vraiment un programme dont l'objectif est de montrer qu'il y a des alternatives à tous les services proposés par les géants du web. Donc entre 2014 et 2017, voilà, on a monté ces 38 services. Enfin, il y en avait déjà une dizaine qui étaient déjà là depuis quelques années, mais on a monté en charge vraiment tous ces services pour avoir le maximum d'alternatives. Sachant que les services, ce qu'on appelle les Framatrucs ou les Framabidules, parce que tous nos services commencent par Frama, sont majoritairement des outils qu'on n'a pas développés. C'est-à-dire que c'était déjà des logiciels qui existaient, et juste qu'on a habillés pour leur donner une visibilité. Ensuite, on les met à disposition des internautes.
Voilà. On en a quand même développé plusieurs. Framaform, qui est l'alternative à Google Form, donc pour faire des formulaires. Framadat, qui est l'alternative à Doodle, donc pour choisir des dates, faire du sondage de dates. Et puis deux logiciels sur lesquels on est encore sur du développement, qui sont Peertube, donc l'alternative à YouTube, et donc celui-là ne s'appelle pas Frama quelque chose d'ailleurs. Voilà. Et le petit dernier qui s'appelle Mobilisons, qui est encore en version bêta, donc aujourd'hui qui n'a pas d'utilisation publique, qui est un outil dont l'objectif c'est d'être une alternative aux événements et aux groupes Facebook. Pour qu'un logiciel soit libre, il faut qu'il respecte ces 4 libertés. La première liberté du logiciel libre, c'est celle d'exécuter le programme, voilà, comme on le veut, pour l'usage qu'on veut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte sur le programme qu'on va utiliser. La deuxième liberté, c'est celle d'étudier le fonctionnement du programme, donc c'est ce qu'on appelle l'accès au code source. C'est-à-dire que je peux accéder à l'intégralité du code qui constitue le logiciel. Alors vous allez me dire, si je ne suis pas développeur, je ne vois pas trop à quoi ça va me servir. Effectivement, moi, en tant que non-développeuse, je peux bien aller regarder le code, ça ne va pas beaucoup me dire de choses. En revanche, je peux m'appuyer sur des gens qui savent lire le code pour m'assurer qu'il n'y a pas des trucs pourris cachés dans le code. Ce qui n'est pas le cas avec un logiciel privateur, parce que du coup, on n'a pas accès au code. Donc, on ne sait pas du tout ce que le logiciel fait sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Et ça, c'est une grande différence. Ensuite, la troisième liberté, c'est la liberté de redistribuer des copies. Voilà. Donc, je peux utiliser ce logiciel et distribuer le nombre de copies que je veux, même en les faisant payer. Voilà. Ça, c'est un élément possible. Il n'y a pas de problème à la possibilité de vendre ces copies, en fait. Voilà. Et la quatrième liberté, c'est celle d'améliorer le programme et de publier ces améliorations pour qu'elles bénéficient à l'ensemble de la communauté. Donc ces 4 libertés, pour nous, en fait, elles s'appliquent au logiciel, mais en fait, elles devraient s'appliquer à tout le reste de la société. Voilà, c'est un peu le créneau de Framasoft aujourd'hui, en tout cas, dans comment on envisage effectivement la société. C'est bien d'être une société libre qui est basée sur des valeurs qui sont le partage et la coopération. Peut-être la première chose, c'est cet esprit libre. Donc vraiment tendre à une société libre, voilà, le partage, les biens communs, et aussi d'autres valeurs qui sont la lutte, entre guillemets, contre un système capitaliste. Voilà. Même si Framasoft ne se revendique pas comme anticapitaliste, mais en tout cas, on sait très bien que pour atteindre une société libre, le monde capitaliste n'est pas vraiment le monde qu'on souhaite dans ce cadre-là. Donc, et surtout parce qu'on est très conscient des dérives justement de ce monde-là. Particulièrement dans l'univers numérique. Pour le coup, c'est encore plus sensible que dans les autres mondes industriels, où là, vraiment, ce qu'on appelle les géants du web, les GAFAM, du coup, sont des sociétés, des entreprises qui, effectivement, voilà, utilisent tous les travers du capitalisme sous toutes ses formes. Et puis, vraiment, on a une autre valeur, c'est la lutte contre ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, qui est donc une branche, entre guillemets, du capitalisme, qui est le fait que ces entreprises mettent en place des services à disposition des internautes qui sont d'accès gratuit, mais qui, au final, permettent effectivement d'établir une surveillance très très forte de leurs actions. Pas forcément à des fins de contrôle des populations d'ailleurs, mais typiquement, plus j'ai d'informations sur l'ensemble des citoyens, plus potentiellement je peux vendre de la publicité ciblée. Donc c'est une manne tout simplement financière très très importante. Et aussi, je peux faire de l'analyse de toutes ces données pour en tirer des tendances et donc potentiellement proposer de nouveaux services qui correspondent plus à voilà, une vision du monde qui est celle en plus de ces entreprises américaines. Si on revient sur la domination culturelle, par exemple, des géants du web, c'est intéressant de se rendre compte que quand même, voilà, les 7 premières capitalisations boursières aujourd'hui, tous secteurs confondus, sont des géants du web, voilà, et sont tous situés aux États-Unis. Donc avec forcément une culture qui est celle des États-Unis, qui est en train de se mondialiser au sens où elle s'applique au reste du monde à travers ces outils numériques. Ce qui est un petit peu un problème, et typiquement on se rend compte qu'aujourd'hui les gens ne se posent même plus la question de s'auto-censurer en permanence dans leur expression sur les réseaux sociaux. Parce que ces réseaux sociaux sont tenus par des boîtes américaines qui ont un niveau de puritanisme qui est bien plus élevé que celui qu'on a dans notre culture française. Voilà.
Peut-être la première chose, c'est de prendre le temps de se renseigner en fait. Il y a pas de, enfin, effectivement, la formation elle est multiple, donc il va falloir faire un travail d'analyse de cette information et de croiser des sources pour être sûr que, voilà, faut pas lire la première information qu'on lit, il faut s'assurer que du coup, cette information est partagée un certain nombre de fois pour qu'elle soit valable. Ensuite, la plus grosse difficulté quand on cherche à nous on dit se dégoogleiser, mais se défacebookiser, voilà, on peut l'appliquer à toutes les entreprises, ça marche, c'est juste plus simple de parler de dégooglisation, ça marche bien. La grande difficulté, une fois qu'on a cette information, c'est de choisir vers quels outils on va en remplacement. Et donc ça veut dire analyser, tester les outils un par un. Enfin, si on veut, après on peut commencer par le premier et s'arrêter au premier. Mais il y a quand même ce truc de toute façon, on le sait bien, sur les services, et c'est même le cas avec ceux du géant du web, il y en a certains, ils sont pas faits pour nous en fait. C'est-à-dire que leur fonctionnement finalement ne correspond pas à nos attentes. Donc là, il va y avoir tout ce temps de test pour savoir quel est l'outil qui est le plus je vais dire, adaptable à son contexte. Et ensuite, il y a un enjeu très fort qui va être alors ça dépend des types d'outils, mais de faire adopter ces outils par son environnement. Parce que c'est bien beau de se dire, tiens, super, je vais arrêter d'utiliser WhatsApp et je vais passer sur Signal, qui fait à peu près la même chose que WhatsApp, mais qui permet de chiffrer les messages et dont on est sûr qu'il n'y a aucune donnée qui sont récupérées. Sauf que quand vous arrivez sur Signal, tous vos potes, ils ne sont pas sur Signal. Ils sont toujours sur WhatsApp, donc ils continuent à discuter sans vous sur WhatsApp. Et ça, c'est le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle l'effet réseau, c'est comment petit à petit j'arrive à convaincre mon entourage du coup de me suivre dans mes choix. Il ne faut pas perdre. Très souvent, nous, on explique aux gens que se dégoogleiser, c'est faire un effort. Les gens, ils n'aiment pas trop faire des efforts, on est tous des feignasses, c'est normal. Voilà. Et donc, cet effort-là, il faut en prendre conscience, c'est-à-dire que ça ne se fera pas tout seul. Parce qu'on a tout simplement des habitudes, c'est-à-dire que quand on a adopté un service, n'importe lequel, on s'est habitué à ce service-là, à son mode de fonctionnement. Et donc, même si c'est un service similaire qui propose des fonctionnalités identiques, ce ne sera pas rangé exactement au même endroit, ça ne fonctionnera pas exactement de la même façon. Enfin, en tout cas, pour accéder à la fonctionnalité, je ne passerai pas forcément par les mêmes boutons, par les mêmes menus. Et donc ça, c'est du coup déconstruire son habitude pour en créer une nouvelle sur un nouvel outil. Et ça, c'est un effort énorme. Mais en fait, on fait souvent le parallèle, nous, avec les démarches d'alimentation. Voilà. Quand on a toujours consommé en supermarché, on ne fait pas d'effort. Tous les légumes, ils sont là sur le présentoir et on pioche. En gros, voilà. Et puis quand on est un peu sensible du coup à justement sortir du monde agro-industriel et qu'on veut avoir une démarche un peu plus éthique dans son alimentation, on va passer par des AMAP. Et faut faire un effort les AMAP, parce que les AMAP, il faut s'inscrire, voilà, il faut aller chercher le panier, et c'est qu'un seul jour par semaine, donc si vous le loupez, c'est mort, hein, voilà. Et c'est exactement la même chose, on est exactement sur la même dynamique de oui, je fais un petit effort pour changer, mais voilà, ce que ça m'apporte en contrepartie, pour le coup, vaut la peine de cet effort. Mais pendant la période de confinement, il est certain qu'il y a énormément d'internautes qui se sont retrouvés dans des situations de devoir, ne serait-ce que, j'enlève même la partie télétravail, où là, normalement quand on travaille au sein d'une entreprise, l'entreprise est censée nous fournir les outils. Donc, voilà, on n'est pas forcément décideur des outils qu'on va utiliser dans ce cadre-là, mais qui en revanche, à titre tout simplement individuel, pour continuer à avoir des relations sociales, ont eu besoin effectivement d'outils, de visioconférences, voilà, ou davantage échanger de messages, et ont du coup pris conscience qu'elles avaient assez peu connaissance finalement des outils à leur disposition, ou en tout cas les outils qu'ils connaissaient, c'était souvent effectivement ceux des géants du web. Et comme pendant cette période, il y a pas mal de scandales qui sont sortis sur ces outils, nous, on a vu arriver en masse sur les outils Frama, effectivement, beaucoup d'utilisateurs. On a multiplié par, je crois que la première semaine de confinement, on a multiplié par 16 notre charge sur nos outils, ce qui a posé plein de problèmes, parce qu'on n'est pas du tout équipé en infrastructure pour ça. Voilà, donc ça a été un peu la première semaine a été très très lourde pour mes collègues techniciens, pour arriver à faire que tout simplement les services ne tombent pas, en fait, qu'on puisse continuer à les maintenir. Mais aussi, on a fait avec d'autres. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'est rapproché d'autres hébergeurs de services qui font des choses assez similaires aux nôtres. Et sur certains des services, en tout cas les plus demandés sur cette période, qui étaient très clairement la visio et la rédaction collaborative, donc chez nous ça s'appelle Framatalk et Framapad, on a du coup identifié quels étaient les autres hébergeurs qui proposaient aussi ce type de service. Et en fait, quand vous alliez chez nous, au final, peut-être que vous n'utilisiez pas nos outils.
On a un système du coup qui permet d'aller piocher chez les autres du coup, pour répartir tout simplement la charge d'utilisateur à ce niveau. Framasoft a une notoriété, on a environ 800 000 utilisateurs par mois sur l'ensemble de nos services. Alors, par rapport à 68 millions d'habitants, c'est rien. Enfin, voilà, tout succès est relatif. Et je ne veux même pas savoir combien de gens qui utilisent les outils Google. Voilà, au mois, je pense que ce serait indécent de comparer ces deux éléments. Mais en revanche, ce nombre d'utilisateurs fait que aujourd'hui, quand les gens cherchent des services alternatifs, ils pensent Framasoft. Donc on est devenu le Google du libre. Et ça, pour nous, c'est un super gros problème parce qu'on ne veut pas être le centre ou la tête de quoi que ce soit. C'est complètement contraire à nos valeurs, justement. Voilà. Donc on essaye petit à petit de faire que les gens n'utilisent pas trop nos services. Parce que pour ne pas être le Google du libre, il faut effectivement qu'on ait d'autres acteurs qui du coup proposent ces solutions. Et ça, c'est du coup une initiative que Framasoft a lancée fin 2016, qui s'appelle Chaton, donc le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc il y a un collectif qui regroupe 70 structures d'hébergeurs de services alternatifs. Et pendant du coup, le confinement, le collectif Chaton a mis en place une page spécifique qui s'appelle Entraide. Voilà, donc sur entraide.chaton.org, vous avez accès à des services en ligne sans inscription, du coup, et qui, pareil, on se répartit la charge entre les différentes structures. Donc ça permet ce travail de répartition. Et ça va a priori continuer. Peut-être que ça s'appellera plus Entraide à un moment, parce que ça n'aura peut-être pas autant de sens que pendant cette période, on ne sait pas. Voilà. Peut y avoir pour moi, il y a différents arguments derrière le passage à des outils éthiques. Un de ces arguments-là, pour moi, il serait l'aspect écologique. Et je pense que sur les générations, aujourd'hui, c'est un enjeu et une question dont tout le monde est conscient, ce qui n'est pas forcément le cas sur ma génération à moi. Les outils numériques sont de toute façon pas des choses écologiques. Il faut accepter cette donnée-là. Mais à l'intérieur des outils numériques, il y en a qui le sont plus que d'autres, en tout cas, qui sont moins consommateurs d'énergie que d'autres. Donc il y a déjà cet enjeu-là, c'est est-ce que dans mes pratiques numériques, je ne peux pas changer pour avoir des pratiques qui soient moins consommatrices. Et donc souvent dans les outils libres, est pris en compte cette notion écologique. Voilà. On est très souvent sur des logiciels ou des services qui vont avoir des interfaces qui sont peut-être moins jolies, où ça ne bouge pas partout dans tous les sens. Non mais voilà, ça joue, hein. Du coup c'est peut-être un peu moins sexy, entre guillemets, mais l'avantage c'est que ça a vraiment une raison, c'est-à-dire qu'on essaye au maximum que toutes les interfaces web des services, du coup, soient le moins consommatrices de bande passante et donc d'énergie, puisque tout ça consomme. Et aussi les outils libres sont résilients, donc ils intègrent en eux-mêmes, parce qu'ils peuvent être adaptés et évolutifs, ils intègrent très très souvent, dès le concept, en fait, ils intègrent du coup la façon dont ils vont mourir. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant du coup de se dire, bah oui, il y a un moment, en fait, cet outil, il aura plus d'intérêt d'exister parce qu'il aura rempli ce qu'il a à remplir et c'est tout. Le deuxième grand argument, c'est celui de la protection des données personnelles et donc de la vie privée. Effectivement, on s'est rendu compte que on cliquait tous sur accepter les CGU, les conditions générales d'utilisation, sans les lire, mais que derrière, on ne savait absolument pas ce qu'on avait accepté et que ça posait quand même des sacrés problèmes dans l'utilisation de ces données. Dans les outils libres, ça ne veut pas dire que les outils libres ne récoltent pas de données personnelles. Voilà. La seule différence, c'est qu'il y a une transparence et que donc vous pouvez le savoir. Majoritairement dans les logiciels libres, des logiciels qui sont justement garants de la protection de ces données personnelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont récupérées, mais en revanche, elles ne sont jamais revendues. Voilà. Donc il n'y a pas du tout de profit qui est fait avec. Et donc elles restent finalement sur le serveur. Donc sur les services Framasoft, quand vous devez créer un compte pour accéder à vos pads de rédaction collaborative, forcément on a vos données, qui sont certes votre mail et votre mot de passe, c'est tout, hein. On ne vous a pas demandé votre adresse, si votre maman elle a un chat ou un chien, etc. Donc on récupère le moins possible de données, mais on en récupère quand même, parce qu'elles nous servent pour tout simplement vous donner accès à vos comptes. Et puis peut-être le troisième argument, c'est que si on veut un monde du partage et de la coopération, en fait ça va de soi qu'on ne peut pas utiliser des outils qui sont propriétaires. Parce que la propriété privée, voilà, même si c'est par des entreprises, en fait elle repose sur le non-partage. Et donc, voilà, si en tout cas on est dans une idée d'un modèle de société qui serait différent d'une autre, donc qui sortirait du capitalisme actuel et qui serait donc davantage sur faire ensemble, voilà, et faire avec,
Eh bien, typiquement, les logiciels privateurs sont clairement pas du tout la solution. Voilà, donc ça peut être un troisième argument pour essayer de changer le monde. Bah, typiquement, c'est vraiment l'histoire de la valeur, en fait. Quand j'étais bibliothécaire, je faisais un travail où j'étais au service du public, où je transmettais de la connaissance et du savoir, donc j'allais dire c'était déjà un métier hyper passion. Voilà, d'ailleurs, j'ai jamais fait de métier alimentaire. Je crois que j'ai une chance incroyable parce que voilà, dans toute ma carrière, j'ai jamais eu. Voilà. Mais là, j'atteins un niveau de valeur qui est en fait beaucoup plus, enfin, qui est encore plus proche, on va dire, de mes valeurs personnelles. Donc, j'ai une adéquation totale entre ce que je pense et ce que fait la structure dans laquelle je travaille. Et après, il y a le fait que c'est toujours hyper agréable de rencontrer une maman que j'ai croisée lors d'un atelier. Voilà, dans un cadre, peu importe celui-là, et qui 2 ans plus tard me renvoie un mail en me disant ça y est, ça m'a pris 2 ans, mais ça y est, j'ai réussi, je suis sortie de Gmail, voilà. Et ça, moi, je suis hyper fière qu'elle me renvoie ça, voilà. Parce qu'en vrai, elle aurait très bien pu se passer de moi pour ça, enfin, c'est de Gmail. Mais il y a quand même le truc d'avoir mis l'étincelle et de se dire tiens, voilà, ces gens ont compris ce qu'il y avait derrière. Donc voilà, ça c'est ma plus grande fierté au sein de cette association. Créer des déclics. Ouais, de créer des déclics.